13 août 2004, une femme indienne, Anjana Bai Borkar, s'est jointe à 200 femmes pour assassiner Akku Yadav, le dealer en série qui a tué sa fille. Alors qu'elle obtenait la vengeance dont elle rêvait désespérément, ce qui lui arriva ensuite changea le cours de sa vie pour toujours. Voici 5 mamans qui ont vengé les meurtres brutaux de leurs enfants. Barbara Graham. Barbara Graham, 49 ans, a tiré et tué l'homme qui a assassiné son fils 3 jours seulement après les funérailles. Le seul problème, c'est qu'elle l'avait tué la mauvaise personne. 26 janvier 2000, Kiko Smith, 22 ans, regardait la télévision chez lui lorsque 2 amis l'ont appelé pour qu'il les rejoigne dans une voiture à l'extérieur. Barbara l'a ensuite confronté alors qu'il sortait de chez lui, lui demandant à 2 reprises si son nom était Kiko. Lorsqu'il hocha la tête en guise de confirmation, elle fouilla son point de calibre 45 et le pointa à bout portant vers Kiko. Terrifié, Kiko a couru pour sauver sa vie tandis que Barbara et son complice, Maurer, le poursuivaient, tirant des balles alors qu'ils s'enfuyaient. Finalement, il a été abattu dans un parking sur Evans Road à Anacostia, Washington, au pâté de maison 2400. Avant ce moment, Jermaine Drummond, le conducteur de leur voiture de fuite, a demandé à Walton Chester Lee Jr., l'ami de Kiko qu'il a appelé dehors, d'informer Barbara que ce n'est pas Kiko qui a tué son fils. Malgré cela, Barbara refusait d'y croire car son fils, le pire Clemens, avait évoqué avoir eu une sorte de conflit avec Kiko de son vivant. Cependant, Kiko avait une version différente des événements. En 1996, Kiko a eu une forte dispute avec Clemens, mais l'année suivante, ils sont redevenus amis. Et selon son témoignage au tribunal, 2 jours seulement avant que Clemens ne soit tué, les 2 hommes ont fumé de la marijuana ensemble dans une voiture dans laquelle Clemens lui a montré son arme, la même arme utilisée pour l'abattre. Par chance, Kiko a survécu mais a subi des blessures potentiellement mortelles. Il a été touché par 3 balles, dont une logée dans la colonne vertébrale. Aujourd'hui, il est paralysé de la taille aux pieds et confiné dans un fauteuil roulant. Transporté d'urgence à l'hôpital, Kiko a déclaré aux flics que Barbara était responsable. Elle a ensuite été arrêtée, ainsi que le petit ami de sa fille, Maurer. Au cours de son procès, son avocat a affirmé que lorsqu'elle avait demandé son nom à Kiko, elle l'avait supposé qu'il l'a répondu « Tico », le nom d'un autre homme qui était l'un des principaux suspects de la mort de son fils. Et même si le jury a trouvé cette information sans fondement, le procès de Barbara a attiré beaucoup d'attention et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Voyez-vous, aux États-Unis, peu de mères ont été accusées d'avoir utilisé une arme à feu pour obtenir justice pour le meurtre d'un enfant, les experts affirmant que c'est presque du jamais vu. À l'inverse, le meurtre du fils de Barbara s'est produit dans une ville où de nombreux meurtres ne sont pas résolus et où les conséquences ne sont pas pleinement comprises. Parmi toutes les mères qui ont perdu des fils dans le district, la police et les procureurs ne se souviennent pas d'une mère accusée d'avoir pris une arme à feu et d'avoir tenté de venger la mort de son enfant. C'était donc quelque peu nouveau et le tribunal ne savait pas comment traiter cette affaire correctement car, même si Barbara avait tort, ses actes pouvaient être justifiés étant donné que les flics l'avaient laissé tomber en faisant traîner l'enquête sur la mort de son fils tout en prétendant qu'il était un baron de la drogue. Alors peut-être que la frustration et un mélange parfait de colère ont poussé Barbara à se faire justice elle-même. Mais en plus de ça, elle avait des tonnes de supporters. Tout au long de son procès, elle a bénéficié du soutien d'éminents politiques et d'avocats. Cependant, rien de tout cela n'a pu arrêter les mains cruelles de la justice qui était sur le point de s'abattre sur elle. Janvier 2001, Barbara Graham, vêtue d'un costume doré et d'un foulard luxueux, est reconnue coupable par un jury de 9 chefs d'accusation distincts liés à la fusillade de Kiko Smith. Les 3 autres enfants de Graham voient leur mère être arrêtée pour être incarcérée et condamnée à une peine de 15 ans de prison ferme. En revanche, son complice, Erskine Maurer, a été condamné à une peine similaire. Et quant à Kiko Smith, disons simplement qu'il ne pourra peut-être plus se tenir sur ses pieds. Anjana Bai Borkar. 8 juin 1999, la fille d'Anjana Bai Borkar, Asha Bhagat, a été violée, assassinée et mutilée par un gangster de Kasturba Nagar, d'un dealer en série et d'un meurtrier nommé Bharat Kalisharan Yadav ou Akku Yadav. Pendant plus d'une décennie, les femmes du Kasturba Nagar ont enduré les souffrances infligées par Yadav. Les hommes extérieurs à la ville hésitaient à proposer le mariage, craignant que les femmes n'aient été victimes des abus de Yadav. Une crainte justifiée par la réalité. Yadav a violemment agressé des femmes à volonté, soumettant les victimes et même leur mère à la violence sans que personne n'intervienne. Des nuits aléatoires, il faisait irruption dans différentes maisons, exigeant de l'argent et emmenant de force leurs femmes. Et si quelqu'un se présentait à la police, on se moquait de lui ou on le chassait du commissariat. Et si cela semble fou, eh bien, ça l'est.
Mais il y a une raison derrière cela. En Inde, admettre avoir été vilé est considéré comme tabou, mais malgré cela, de nombreuses victimes de Yadav ont dénoncé le crime. Mais chaque fois qu'il était arrêté, il était presque immédiatement libéré sous caution. Étonnamment, la police donnait à Yadav les détails de la personne qui avait fait le rapport contre lui pour qu'il puisse exercer des représailles contre celle-ci. Ces officiers corrompus ont accepté des pots de vin de Yadav en échange de protection. Lorsqu'une de ses victimes déclarait avoir été agressée par Yadav, la police l'accusait d'avoir une liaison avec lui et rejetait sa plainte. Plusieurs autres personnes ont également été renvoyées après avoir été informées. « Tu es une femme facile, c'est pourquoi il t'a vilé !» Mais au milieu de toutes ces manigances, Yadav n'est pas parvenu à ses fins avec une seule femme, et c'est la fille d'Anjanabai Borkar, Bhagat. Bhagat était elle-même mère et travaillait dans un refuge pour les pauvres et les défavorisés. Elle a défendu toutes les personnes torturées et battues par Yadav et était la seule femme qui pouvait carrément l'accuser de ses actes dépravés. Au vu de tout ça, il a commencé à la considérer comme une épine dans son pied dont il devait se débarrasser. Ce jour fatidique, Yadav a tendu une embuscade à Bhagat dans sa propre maison. Il l'a tué, puis a demandé à ses hommes de mutiler son corps. Ce crime horrible a incité Anjanabai Borkar à signaler l'incident à la police. Compte tenu de la gravité du crime, Yadav a été arrêté. Cependant, au grand désarroi de beaucoup, il n'a été condamné qu'à 16 mois de prison avant d'être relâché dans la rue. La colère et la frustration sont des mots qui ne peuvent pas exprimer les émotions ressenties par Borkar, en sachant que l'homme qui a tué sa fille était de retour dans la rue, faisant la même chose à presque toutes les autres filles. Anjanabai Borkar savait que cet homme devait être arrêté. Elle avait besoin de mettre fin à ces jours de terreur. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de demander justice pour sa fille. En 2004, Yadav a trouvé sa prochaine victime, une femme instruite nommée Usha Narayan. Narayan avait aidé la dame à porter plainte contre Yadav pour l'avoir agressée. À leur tour, Yadav et quelques-uns de ses hommes ont encerclé la maison de Narayan après minuit et ont exigé qu'elle les laisse entrer. Narayan a refusé et a plutôt répondu en traînant une bouteille de gaz de cuisine jusqu'à la porte, ouvrant le robinet et en menaçant de claquer une allumette pour s'embraser et toute autre personne à proximité. Yadav et sa bande se retirèrent et l'action de Narayan fit comprendre aux habitants de Kasturba-Nagar que Yadav pouvait effectivement être arrêté, seulement s'il ripostait violemment. Narayan, Anjanabai Borkar et plus de 200 femmes se sont réunies pour orchestrer le meurtre de Yadav. Il n'y avait plus de peur, seulement de la frustration et de la détermination. Le 6 août 2004, ces femmes ont marché jusqu'au domicile de Yadav, mais au moment où elles sont arrivées, Yadav avait déjà été arrêté ou peut-être mis en sécurité par ses amis policiers. Le lendemain, il a comparu devant le tribunal du district de Nagpur, sortant de sa cellule pour rencontrer plus de 500 habitants de la ville, dont des hommes, des femmes et des enfants, qui ont célébré son arrestation. Pourtant, Yadav a juré qu'il reviendrait pour donner une leçon à toutes les femmes du bidonville. Et il était sur le point de le faire après que le tribunal ait accepté de lui accorder une libération sous caution en attendant la date de son procès. En entendant cela, Anjanabai Borkar et ses compatriotes ont pris d'assaut le tribunal, mais cette fois, brandissant des couteaux à légumes et du piment. Et lorsqu'elles l'ont repéré dans la salle d'audience numéro 7, elles lui ont aspergé le piment tandis que leurs couteaux transperçaient son corps sous tous les angles. En raison du nombre de femmes impliquées, les agents qu'il gardait se sont enfuis. En moins de 15 minutes, le corps sans vie d'Yadav gisait sur le sol de la salle d'audience. Une scène pleine d'ironie, car le meurtre avait eu lieu au cœur même de la justice. Néanmoins, sa mort n'a pas dispensé ces femmes de la justice. 5 d'entre elles ont été arrêtées comme principales attaquantes et Anjanabai Borkar était l'une d'entre elles. Mais par un coup de théâtre, toutes les femmes vivant dans la localité ont revendiqué la responsabilité du lynchage et lorsque les flics ont refusé de libérer les 5 coupables présumés, une foule de 400 femmes et plus de 100 hommes et enfants se sont rassemblés au palais de justice pour soutenir les femmes. La foule était composée d'habitants d'autres villes et d'avocats de renom qui ont refusé de quitter les lieux jusqu'à ce que les 5 femmes soient libérées sous caution. Un juge de district a immédiatement demandé que leur caution soit prononcée, mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 2014, que toutes les accusations portées contre ces femmes, y compris Borkar, ont été abandonnées en raison de preuves non concluantes. Aujourd'hui, Anjanabai Borkar élève seule sa petite fille, sachant qu'elle ne sera pas confrontée aux mêmes menaces et aux mêmes abus que toutes les femmes que Yadav a agressées. Marianne Bachmeier. Vous avez probablement entendu l'histoire de Marianne Bachmeier des milliers de fois auparavant, mais chaque fois que son histoire est racontée, elle se concentre sur l'acte étonnant qu'elle a commis plutôt que sur la personne qu'elle l'était avant. Et les événements captivants de sa vie l'ont propulsée vers cet acte destructeur en quête contre la vengeance. 5 mai 1980.
La vie de Marianne a changé à jamais après que sa fille, Anna, lui ait été brutalement enlevée dans un horrible acte de violence. Elle a demandé justice, mais ce qui s'est déroulé a été une montagne russe d'émotions alors que les morceaux brisés de sa vie se sont heurtés au système de justice pénale. Mais avant que Marianne ne soit mère, elle était une petite fille qui a grandi à Sarstedt, en Allemagne, sous le toit d'un père violent et d'une mère insouciante. Avant même qu'elle puisse apprendre à marcher, ses parents ont divorcé et sa mère s'est remariée, la propulsant dans une autre série de luttes aux mains de son beau-père. Il était strict et considérait Marianne comme une adolescente difficile. C'était une maison très conservatrice et religieuse avec de nombreuses règles qu'elle avait du mal à suivre. Finalement, sa mère l'a chassée de la maison et elle a dû réussir seule dans le monde. Et elle s'est retrouvée seule au monde. Alors que Marianne n'était qu'une adolescente, elle est tombée enceinte de son premier enfant et a décidé de le donner en adoption. À l'âge de 18 ans, elle est tombée enceinte de son deuxième enfant, qu'elle a également décidé de donner en adoption. La deuxième grossesse était censée être différente. C'était une grossesse avec son petit ami à l'époque et elle a voulu garder l'enfant. Cependant, peu de temps avant d'accoucher, elle a été agressée par un inconnu, ce qui a conduit à cette décision. En 1971, Marianne noue une autre relation avec un gérant de bar nommé Christian Berthold. Les deux ont bien démarré et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie véritablement aimée. Elle est tombée enceinte une fois de plus et Christian a promis de la soutenir, elle et le bébé quoi qu'il arrive. Mais 9 mois plus tard, alors qu'elle donnait naissance à une fille prénommée Anna, Christian décida soudain de se retirer de ses responsabilités. À ce moment-là, Marianne a pris une décision, la décision de se relever et de se consacrer entièrement au bien-être d'Anna. Le seul problème était qu'Anna grandirait pour devenir le reflet de sa propre jeunesse. Anna était parfaite, tout ce que Marianne pouvait vouloir ou avoir besoin. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour élever Anna dans une maison financièrement stable. Elle l'avait fait de son mieux pour gérer les cartes de travail dans une agence de communication locale. Ce n'était pas une situation géniale, d'autant plus qu'Anna grandissait et avait besoin de plus d'argent pour ses études. Marianne ne pouvait pas se permettre de garder ses enfants, alors elle était connue pour emmener la petite Anna au bar avec elle pendant qu'elle travaillait. Puis lorsqu'elle rentrait chez eux, Marianne dormait toute la journée pendant qu'Anna devait prendre soin d'elle-même. Il est évident que c'était une situation terrible pour qu'un enfant grandisse et Anna elle-même n'avait pas eu une bonne enfance. Néanmoins, Marianne n'avait jamais voulu la quitter des yeux jusqu'à ce qu'elle soit enlevée de force. 5 mai 1980. Marianne se dispute avec Anna et même très jeune, elle décide de sécher l'école et d'aller rendre visite à une amie. On ne sait pas exactement quels événements se sont produits alors qu'elle se rendait chez cette amie. Cependant, ce que nous savons, c'est qu'Anna est entrée en contact avec Klaus Grabowski. Pour la mémoire, Grabowski était un boucher local le jour et un violeur en série la nuit. Il n'était pas étranger au fait de blesser des personnes de l'âge d'Anna, car il avait un passé criminel et une histoire chargée d'abus. Il avait déjà fait l'objet de 2 accusations d'abus sexuels sur des filles et il était un délinquant sexuel enregistré. Mais voici le problème. En Allemagne, un délinquant sexuel condamné peut choisir d'être castré dans le cadre de son traitement, et je dis traitement parce que le gouvernement allemand y fait référence strictement comme un traitement plutôt que comme une punition. Maintenant, pour Grabowski, il a choisi de suivre cette thérapie, mais a ensuite évité de suivre le processus. Peut-être que s'il le faisait, Anna serait encore en vie aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, alors qu'Anna se dirigeait vers la maison de son ami, on pense que Grabowski l'a attirée chez lui en promettant de la laisser jouer avec ses chats. Une fois qu'elle était chez lui pendant quelques heures, il l'a étranglée avec des collants. Ensuite, il a mis son cadavre dans un carton qu'il l'a jeté au bord d'un canal. Lorsqu'Anna ne s'est pas présentée à l'école et que Marianne en a été informée, elle en a informé la police presque immédiatement. Il aurait été simple pour la police de rassembler les pièces du puzzle car Grabowski était un délinquant sexuel et le voisin de Marianne. Je veux dire, s'ils avaient fait leur travail correctement, il aurait probablement été l'une des toutes premières personnes à qui la police aurait voulu parler. Cependant, cela n'est pas allé aussi loin. La fiancée de Grabowski a appelé la police en sa faveur car il lui avait avoué son crime. Le cœur d'Anna a été rapidement retrouvé au bord du canal et Grabowski a été rapidement arrêté. Mais avec son arrestation est venue la quête de vengeance de Marianne. Au poste de police, Grabowski a admis avoir tué Anna, mais il a nié l'avoir agressée. Et il avait une histoire folle pour étayer son affirmation audacieuse. Ce monstre prétendait qu'Anna était celle qui avait tenté de le séduire, et quand il n'acceptait pas ce qu'elle voulait, elle le faisait chanter. Toujours selon lui, Anna lui aurait dit que s'il ne lui donnait pas d'argent, elle dirait faussement à sa mère qu'il l'avait maltraitée. Alors il l'a paniquée et il l'a tuée. Marianne a été dévastée par le meurtre de sa fille et encore plus bouleversée par cette affirmation ridicule du tueur Grabowski. Pour elle, il semblait improbable et totalement impossible que sa fille ait un jour une idée aussi ridicule. Grabowski a été arrêté et accusé de diverses infractions. L'accusation a allégué que le crime était motivé par le sexe et voulait accuser Klaus Grabowski dans toute la mesure du possible d'avoir agressé sexuellement Anna, puis de l'avoir assassinée. Grabowski a nié ces allégations et l'affaire a été jugée. En mars 1981, le procès de Grabowski
Grabowski a commencé et au cours de la procédure judiciaire, il a avancé des allégations ridicules quant aux raisons pour lesquelles il avait tué Anna. Marianne Bachmeier a dû s'asseoir dans la salle d'audience jour après jour et écouter ses excuses quant aux raisons pour lesquelles son enfant n'était plus en vie. Elle avait perdu son premier enfant dans sa jeunesse, son deuxième aux abus et son troisième enfant au désir dépravé de Grabowski. Marianne ne pouvait plus rester assise tranquillement dans cette salle d'audience. Grabowski devait partir. 6 mars 1981. Au cours du troisième jour du procès de Grabowski, Marianne Bachmeier a introduit avec elle son pistolet dans la salle d'audience. Elle l'a tiré 8 coups de feu, dont 6 ont touché Klaus Grabowski dans le dos, le tuant immédiatement. Marianne fut donc arrêtée sans hésitation et accusée de meurtre. Il s'agissait vraiment de l'une des premières grandes affaires de justice d'autodéfense que les tribunaux allemands aient jamais vues. Les médias ont repris cette histoire. La plupart des gens voyaient Marianne comme une mère en deuil qui ne supportait plus d'entendre parler des horribles détails entourant le meurtre de son enfant. Son procès pour meurtre s'est déroulé devant les tribunaux pendant 4 mois, son équipe de défense affirmant qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable de ses actes car elle était envahie par une grave détresse émotionnelle. Marianne a pris sa propre défense et a témoigné qu'avant ce jour, elle avait fait un rêve dans lequel elle l'avait tiré sur Grabowski. Et puis lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience ce matin-là, elle a eu des visions de sa fille debout, ne lui laissant d'autre choix que d'agir. Avec le soutien massif du pays, les accusations de meurtre ont été abandonnées, mais elle a été accusée d'homicide involontaire et de possession illégale d'armes à feu. Alors qu'elle était emprisonnée et attendait son procès, elle a reçu de nombreuses lettres et de cadeaux de la part des personnes qui la soutenaient. Tous les médias ont couvert son histoire et Marianne a même pu vendre l'histoire de sa vie, environ 60 000 $, même si elle utiliserait cet argent pour payer ses frais juridiques. Finalement, Marianne a été condamnée à 6 ans de prison et le moment le plus réconfortant de son procès a été lorsqu'un médecin lui a demandé un échantillon d'écriture manuscrite. Selon le médecin, Marianne a écrit sur le papier « Je l'ai fait pour toi, Anna », avec 7 cœurs. Bonita Lynn Vella. Votre vie ou votre virilité? C'est une question ringarde, mais ce sont exactement les mots que Bonita Lynn Vella a prononcés à un homme qui par coïncidence était le petit ami de sa fille qui, selon elle, avait agressé son fils. Le plus fou, c'est qu'elle a décidé de trancher la virilité de cet homme à l'aide d'un couteau de cuisine. Le 28 décembre 2013, à Franklin, Indiana, Bonita Lynn Vella, une femme de 35 ans, a fumé de la marijuana et demandé à sa fille d'inviter son petit ami dans la caravane familiale. Bonita soupçonnait son petit ami d'avoir agressé son fils. À son arrivée, Bonita et 2 complices l'ont détenu dans sa caravane pendant 3h30, le menaçant à cause du délit présumé. Envisageant initialement des sanctions sévères, notamment la violence et l'abandon, Bonita a finalement opté pour une forme de rétribution moindre. Elle a contraint l'homme à baisser son pantalon, lui indiquant qu'elle pourrait lui épargner la vie s'il lui permettait de lui mutiler les organes génitaux. Selon le récit de l'homme, Bonita cherchait à lui laisser un souvenir permanent du mal causé à son fils. Elle a d'abord utilisé une fourchette pour infliger des blessures, mais a eu recours à un couteau lorsque les blessures se sont révélées insuffisantes. C'est au cours de cet acte brutal qu'elle lui a posé cette horrible question et au moment où il a été incapable de fournir une réponse, l'homme a finalement été relâché, poussé dehors dans la nuit froide pour consulter un médecin à l'hôpital le plus proche, pendant qu'il saignait abondamment. Mais voici le rebondissement de cette histoire déjà tordue. Bonita Vella n'a jamais fourni la preuve que cet homme avait réellement agressé son fils. Elle a affirmé avoir eu cette idée immédiatement après avoir fumé de la marijuana et, lorsqu'elle a été interrogée par des détectives, elle n'a pas été en mesure de confirmer ou de nier si elle l'avait consommé d'autres substances ce jour-là. En revanche, l'homme a nié avoir commis un tel acte. Cela a laissé les flics face à un dilemme, décider qui avait raison et qui avait tort. Ainsi, même si cet homme n'a été accusé d'aucun crime, Bonita a été accusé de voies de faits graves et condamné à une peine de 16 mois de prison, 10 mois de détention à domicile avec surveillance GPS et 6 mois de probation. Miriam Rodriguez. Le 24 janvier 2014, une femme nommée Miriam Rodriguez a reçu un appel exigeant 2000 $ pour libérer sa fille de captivité. Elle a payé la rançon mais n'a jamais revu sa fille. Alimentée par un mélange parfait de colère et de détermination, elle a appréhendé 10 membres du cartel cherchant elle-même à obtenir justice. Tout a commencé lorsqu'un groupe d'hommes est sorti d'un immeuble et est monté dans un camion Lobo aux vitres teintées. Certains d'entre eux portaient des fusils AK-47, tandis que d'autres avaient des armes de poing. Ils se sont dirigés vers Tamaulipas au Mexique où ils ont rencontré une jeune fille en chemin. La jeune fille se retourna effrayée, essayant de s'enfuir dès qu'elle posait les yeux sur eux. Cependant, avant qu'elle n'ait pu le faire, 2 de ces hommes l'ont appréhendée et l'ont jetée dans leur camion. Le lieu de cet incident est désert et toute cette épreuve est passée inaperçue. Il est choquant de constater qu'il s'agit là du fonctionnement quotidien du cartel Zetas,
l'une des organisations criminelles les plus brutales du Mexique. Depuis 2010, suite à l'invasion de San Fernando, Tamaulipas par les Zetas, la ville a connu une transformation spectaculaire. Les bâtiments gouvernementaux sont quotidiennement victimes de vandalisme et des restes humains macabres bordent les routes, rappelant des épouvantails obsédants. La sécurité n'est plus qu'un souvenir, d'autant plus que la recrudescence des enlèvements incite des banques à proposer des prêts contre rançon. Plus d'un cinquième de la population a fui ou a disparu à la suite de la domination des Zetas. Les parents doivent désormais constamment protéger leurs enfants des horreurs des incidents, mais ce cas particulier est entré dans le livre des records et sa fin vous laissera sous le choc. 23 mars 2014 à San Fernando, Tamaulipas. Le téléphone de Miriam Rodriguez sonne, c'est un numéro inconnu. L'appel est bref, 2 minutes mais le message est clair. Nous avons emmené votre fille et nous voulons une rançon de $2000. Avant la fin de l'appel, quelqu'un à l'autre bout du fil s'appelle Sama, suivi d'un bip de la ligne téléphonique déconnectée. Myriam entre dans un état de panique et commence immédiatement à appeler à l'aide. La seule solution est de trouver l'argent pour assurer le sauvetage de sa fille. Dans l'espoir de récupérer leur fille de 20 ans, Miriam Rodriguez et son mari ont rassemblé l'argent, suivi les instructions et l'ont déposé près du centre de santé de San Fernando comme indiqué. L'accord conclu est la libération de la jeune fille au cimetière local. Cependant, des jours et des semaines sont passés et ils n'ont jamais revu leur fille. Après le paiement initial, Myriam a reçu d'autres appels téléphoniques. « Donnez-nous plus d'argent et nous vous assurons que nous libérons votre fille. » Au fil du temps, Myriam a commencé à perdre espoir, mais il est difficile de rester calme quand on ignore si sa fille rentrera à la maison. Pourtant, un jour, la résignation s'installe dans son esprit. Un ami lui a assuré que sa fille, Karen, ne reviendrait jamais et qu'elle était probablement déjà morte. Plus tard, la vérité éclatera, confirmant que sa fille avait bien été tuée peu de temps après son enlèvement. Avec colère, tristesse et ressentiment, Myriam a juré de se faire justice de ses propres mains. Elle s'est lancée dans un plan bien structuré pour localiser les criminels impliqués et assurer leur emprisonnement. Sa seule piste, la personne nommée Sama. Elle surveillait méticuleusement le profil Facebook de sa fille et alors qu'elle parcourait des pages désolées des réseaux sociaux, une photo étiquetée du nom Sama a attiré son attention. En quelques secondes seulement, elle a identifié l'homme sur la photo et l'a retracé jusqu'à un glacier de Ciudad Victoria, à 2 heures de San Fernando. La photographie montrait une jeune femme en uniforme du salon, offrant à Myriam sa première piste. Les semaines se sont transformées en une routine de visites au glacier. Myriam notait minutieusement l'emploi du temps de la jeune femme, espérant une rencontre fortuite avec Sama. Et par un coup de chance, le couple est apparu. Myriam les suivit discrètement jusqu'à leur résidence privée, le cœur battant d'impatience. La police ne pouvait intervenir qu'avec des preuves concrètes comme le vrai nom de Sama et ses activités criminelles, et elle cherchait à tout obtenir par elle-même. Mais pour cela, il lui fallait se déguiser pour se sourciller. Et c'est à ce moment-là que sa transformation a commencé. Elle a modifié son apparence pour se fondre dans la masse. Elle a teint ses cheveux en rouge, a enfilé un uniforme du ministère de la Santé et portait une carte d'identité qui pouvait passer un examen minutieux. Elle l'a lancé une façade d'enquête sur le logement pour recueillir des informations sur Sama. Et armée d'une dose de photographies, de données, d'adresses et de numéros de téléphone, elle a demandé l'aide de diverses autorités se heurtant chaque fois à un refus. Et au moment où elle a décidé d'abandonner, un policier a fait preuve d'empathie et a décidé de l'aider. Après des efforts considérables, un mandat d'arrêt a été émis, mais Sama avait déjà disparu. Sans se décourager, Myriam a persévéré, utilisant des ressources limitées pour poursuivre sa quête. Et enfin, elle a eu la chance de rencontrer cet homme mystérieux. Comme le destin l'a voulu, le jour de l'indépendance du Mexique, l'entreprise familiale de vêtements de Myriam à Ciudad Victoria a reçu un visiteur inattendu. Luis, son fils, a repéré un visage familier en train de parcourir leurs marchandises. C'était Sama. Rapidement, ils ont contacté la police qui a conduit à son interpellation. Et l'avancée de l'enquête s'est produite lors de l'interrogatoire de la police lorsque Sama a révélé les noms et l'emplacement des autres personnes impliquées dans le sort tragique de Karen. La quête inlassable de Myriam se poursuit. Elle a continué sa poursuite, capturant 10 des assassins de sa fille qui avaient rompu leur lien avec le cartel et tenté de reconstruire leur vie. Mais elle a persisté, déterminée à ce que justice soit rendue. En 2017, Myriam, aujourd'hui âgée de 55 ans, se lance dans une autre mission. Déguisée, elle a traqué un ancien membre du cartel qui vend désormais des fleurs. Elle a confronté l'homme, forçant son arrestation. La poursuite incessante de Myriam a permis de capturer plus de la moitié des personnes impliquées dans le meurtre de sa fille, faisant d'elle une icône à San Fernando et au-delà. Cependant, le jeu dangereux auquel elle jouait la rattrapa. Craignant des représailles du cartel, elle a reçu des gardes du corps désignés par le gouvernement. Mais même avec eux, Myriam a été mortellement abattue devant chez elle, la tuant sur le coup. Néanmoins, ses efforts ont fait d'elle un symbole pour les militants, même si sa famille a payé un prix tragique. Sa quête de justice s'est déroulée dans un contexte d'augmentation des disparitions au Mexique. Mais une chose que nous savons, c'est que son héritage perdure et que son histoire nous rappellera brutalement les défis liés à la lutte contre les cartels criminels au Mexique.